Qu'est-ce que c'est que l'art tel qu'il est conçu dans le monde moderne? C'est l'expression la plus riche et la plus complète du moi pour en faire au contraire un don aux autres. Par conséquent, pour Van Gogh, créer dans l'œuvre d'art, c'est concilier ces inconciliables qui le distendent et le tirent de part et d'autre. Il va pouvoir, dans sa création, être égoïste, si je peux dire au sens le plus élevé, égotiste, comme aurait dit Barès. Il va être aussi égotiste que possible, car sa création artistique sera d'autant plus riche, d'autant plus belle et d'autant plus valable qu'il sera égotiste. Et en même temps, il ne s'arrache sa personnalité de lui-même comme la livre de chair que pour la donner aux autres et la communiquer aux autres. Donc en même temps, c'est un don. Donc le moi arrive à résoudre son équation, exaltation égale don. Et à ce moment, nous allons voir Van Gogh trouver sa voie, la peinture. Nous le verrons. Nous verrons la couleur changer. Nous verrons apparaître le cyprès. Nous verrons au cours de la saison les jaunes limpides et nous les verrons glisser vers les meules de juillet qui sont déjà rousses. Nous passons de ce jaune de lumière, nous passons au cuivre. Alors d'abord de l'or au cuivre et du cuivre nous allons passer au bronze. Il y a toute une courbe de la couleur de Van Gogh qui est tellement expressive de son art. Sous je ne sais quel œil de feu, je sens mon aile qui se casse. Eh bien, voilà donc l'Icare qui nous apparaît. Il veut monter vers le soleil, mais il faiblira et il tombera. Et c'est le drame qui commence. Toute la question du dire de cette expérience-là, qui ne se donne que dans le silence. La question du dire de cette expérience est donc aussi effectivement toujours du retour, voilà. Et la douceur prochaine du retour. Voilà, absolument. Oui, c'est absolument, c'est la dernière phrase. Voilà, et à partir de là, se pose évidemment la question de savoir quelle langue on peut configurer, réinventer, qui soit la moins infidèle possible à cette expérience. Une langue adaptée à cette condition paradoxale de la présence au monde qui est le détachement de soi. Absolument, oui. Une langue qui convienne à ces deux dispositions. Alors on va entendre, pour rester dans cette langue et rester dans le jumelage provisoire de l'éternité plotinienne et du temps retrouvé, on va rester là-dedans en écoutant deux passages de Plotin qui encadrent un extrait justement du temps retrouvé, extrait dans lequel il est question d'une redescente de l'éternité chez Plotin pour étudier le temps et de ce que Proust appelle lui de son côté un peu de temps à l'état pur, Georges Claes. Comment pouvons-nous connaître l'éternité de l'un, nous qui existons dans le temps? Comment, en effet, connaîtrions-nous ce que nous ne saurions percevoir? Comment pourrions-nous percevoir une chose qui nous serait étrangère? Il faut pour cela que nous participions nous-mêmes à l'éternité. Mais comment le pouvons-nous, puisque nous sommes dans le temps? Pour comprendre comment on peut être à la fois dans l'éternité et dans le temps, il faut déterminer la nature de ce dernier. Il faut donc que nous descendions de l'éternité pour étudier le temps. Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce que, au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même inégalité des pavés, à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où
L'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact, avait ajouté aux rêves de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence. Et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps à l'état pur. Le 24 décembre, il jette son verre d'absinthe à la tête de Van Gogh. Le 25 de Gauguin, pardon, Gauguin marche dans la rue, entend un pas précipité derrière lui, se retourne et voit Van Gogh un rasoir à la main qui s'avance. Par la force de son regard, Gauguin le désarme et Van Gogh s'enfuit. Que fait-il? Culpabilité, échec et culpabilité. Il rentre chez lui. Et alors c'est le drame de l'oreille coupée que l'on a expliqué de manière si diverse et dont j'essaierai de vous donner mon explication. Il rentre dans sa chambre, il se tranche l'oreille, il l'enveloppe dans un mouchoir et il vient l'apporter à une fille de maison close. Eh bien, ce drame qui paraît si inexplicable, il ne l'est pas tellement. Il est évidemment un homme qui est dans un état de surexcitation nerveuse extraordinaire, mais l'acte sur le plan surexcité est dans une parfaite cohérence avec ce que nous savons de lui. Il a échoué, puisqu'il ne peut pas faire cet atelier du midi et qu'avec Gauguin, un seul homme, il ne peut même pas faire un travail à deux. Culpabilité. Il se punit et il se tranche l'oreille. Et ensuite, c'est toujours l'idée de ce don de lui-même et du don de ses sacrifices au plus humble. Et il ira porter à la dernière des filles cette oreille qui est, encore une fois, non pas la livre de chair, mais le morceau de chair que par châtiment, il s'est arraché à lui-même.